À 22h52, un message codé circule et la ville retient son souffle. En moins d'une heure, une liste de cibles vise Ibrahim Traoré, tandis que l'argent, plus de 100 millions de francs CFA, tente d'acheter des loyautés et des silences. Des sous-officiers et un capitaine signalent des mouvements, la chaîne d'alerte s'emballe, un véhicule approche, un sac d'explosifs est abandonné, puis la menace directe est écartée vers 23h02. Reste une question, combien de temps l'armure tiendra si la corruption revient frapper et si les réseaux exilés relancent la même fenêtre de 60 minutes? Cette enquête promet une chose claire, remonter le fil exact de la nuit où le Burkina Faso a frôlé la dislocation. Elle ne cherche ni l'héroïsation, ni l'accusation facile, mais la compréhension froide des mécanismes qui transforment une tentative ciblée en risque systémique. Pour le pays, l'enjeu est simple, savoir si l'État tient par ses institutions ou par quelques hommes vigilants. Ce récit s'appuie exclusivement sur les révélations de l'enquête, les aveux recoupés et la chronologie des faits sans extrapolation. Il montrera comment l'argent, la peur et les réseaux dormants ont tenté de fissurer la chaîne de commandement, puis pourquoi cette fissure ne s'est pas propagée. À chaque étape, les conséquences seront mesurées pour l'armée, la population et l'équilibre régional. Comprendre cette nuit, c'est mesurer ce qui protège réellement un pouvoir en période de rupture, et ce qui pourrait encore le fragiliser demain. Elle pose aussi la question de la loyauté, dans un contexte d'usure, de menaces diffuses et de promesses financières capables de déstabiliser des États plus solides. En moins de 60 minutes, plus de 100 millions de francs CFA ont circulé pour tenter de briser le noyau du pouvoir. Ce flux financier, fragmenté et dissimulé, visait directement l'entourage immédiat d'Ibrahim Traoré, avec 19 cibles militaires identifiées au cœur de la chaîne de commandement. Ce chiffre n'est pas un symbole abstrait. Dans l'économie burkinabé, une telle somme suffit à entretenir des réseaux entiers pendant des mois, à payer des exécutants, mais surtout à acheter des silences. L'enquête révèle une mécanique précise, approche individuelle, promesses graduées, paiements échelonnés selon la valeur stratégique de chaque cible. Entre 3 et 15 millions par nom rayé. Le prix du sang, ajusté au poste. Le contexte explique pourquoi cette stratégie paraissait crédible aux yeux des comploteurs. Le Burkina Faso sort d'années de fractures internes, de transitions brutales et de tensions sécuritaires continues. L'armée, pilier de la stabilité, a souvent été fragilisée par des rivalités héritées des anciens régimes. Miser sur une division interne n'était donc pas un pari insensé. Mais ce calcul reposait sur une lecture obsolète du terrain. La génération d'officiers en place n'est plus celle des cercles fermés et des privilèges opaques. Forgée par la lutte contre les menaces djihadistes, elle évolue dans une proximité quotidienne avec le commandement. Autour d'Ibrahim Traoré, cette proximité devient un facteur politique à part entière. Le mini-révélateur de cette nuit tient dans un détail souvent négligé. Ce ne sont pas les ordres venus d'en haut qui ont stoppé la manœuvre, mais des signaux faibles remontés à temps. Un sous-officier remarque un mouvement anormal. Un capitaine reçoit une proposition ambiguë d'un ancien camarade. Aucun ne connaît l'ampleur réelle du complot. Tous choisissent pourtant d'alerter. À partir de là, la chronologie s'accélère. Message codé, surveillance renforcée, zone isolée, suspect repéré avant même d'agir. Le basculement se joue dans cette chaîne invisible de décisions individuelles, prises sans garantie, mais avec un sens aigu du risque collectif. Ce moment éclaire la question centrale. La tentative n'a pas échoué par manque d'argent, mais par erreur de lecture humaine. Le fil de cette nuit ne se comprend pas sans revenir sur ceux qui l'ont tenu, souvent sans le savoir. Il n'y a pas de figure héroïque, isolée, mais une succession d'acteurs ordinaires placés devant une décision rapide, sans protection politique ni certitude de soutien. D'abord, il y a un sous-officier récemment intégré à la garde présidentielle. Peu expérimenté, encore marqué par les années d'instabilité, il remarque des déplacements inhabituels autour de la caserne. Rien de spectaculaire, pas d'ordre formel, juste une dissonance avec la routine. Son réflexe n'est pas l'obéissance aveugle, mais le signalement discret à un supérieur de confiance. Ce geste enclenche une réaction en chaîne.
un second témoignage renforce l'alerte. Un capitaine chargé d'une unité de surveillance admet avoir été contacté par un ancien camarade. La proposition est floue, enveloppée de souvenirs communs, mais l'argent promis suffit à révéler l'intention réelle. Là encore, pas de dénonciation publique, seulement une transmission d'informations mesurée mais décisive. Ces deux trajectoires se croisent sans se connaître. Elles produisent pourtant un effet immédiat. En moins de 30 minutes, la cellule de sécurité passe en vigilance renforcée. Les échanges s'intensifient, les accès sont contrôlés, les profils suspects sont recoupés. Lorsque le véhicule non identifié approche de la résidence présidentielle, l'effet de surprise a déjà disparu. À l'intérieur, Ibrahim Traoré poursuit un entretien stratégique sans savoir que la menace est désormais contenue à quelques mètres. À l'extérieur, les agents verrouillant la zone identifient un objet suspect, déclenchent l'alerte spécialisée. Les assaillants hésitent, puis se replient, abandonnant leur matériel. L'impact immédiat est double. D'un côté, la tentative échoue sans affrontement armé. De l'autre, un message silencieux circule dans les rangs. La vigilance individuelle peut peser autant qu'un ordre officiel. Ainsi, l'idée centrale est simple. Le pouvoir a tenu parce que certains ont parlé avant qu'il ne soit trop tard. L'activation commence bien avant que la nuit ne tombe. Les premiers contacts sont pris discrètement, par téléphone ou par intermédiaire, plusieurs jours en amont. Les approches suivent un schéma éprouvé, rappeler des liens anciens, évoquer un malaise partagé, puis introduire l'argent comme solution. Rien n'est frontal, chaque proposition est calibrée pour tester la résistance morale avant de dévoiler l'objectif réel. Éliminer ou neutraliser les piliers du dispositif présidentiel et en premier lieu Ibrahim Traoré afin de provoquer un vide immédiat au sommet de l'État. À mesure que les refus s'accumulent, les conspirateurs accélèrent. Le calendrier se resserre autour d'une date précise, le 3 janvier, entre 22h et 23h. Cette fenêtre de 60 minutes devient le cœur du plan. Deux options sont prévues. Un tir à bout portant lors d'un déplacement ciblé ou une explosion à proximité de la résidence présidentielle pendant le sommeil. En parallèle, des tentatives d'intrusion doivent désorganiser une caserne adjacente pour détourner l'attention et fragmenter la réponse sécuritaire. Le climax débute à 22h52, un message codé circule, signalant que la cible est en vue. Presque simultanément, plusieurs téléphones vibrent dans différents points de la capitale. Un véhicule non identifié se gare près de la résidence. Ses phares s'éteignent. Mais cette fois, la zone est déjà sous surveillance renforcée. Les profils suspects, connus pour leur lien avec l'ancien régime, ont été repérés. À l'intérieur du périmètre, les agents communiquent par canaux cryptés, verrouillent les accès et déclenchent l'alerte spécialisée. La tension atteint son point maximal lorsqu'un objet suspect est découvert au pied d'un mur. Les secondes s'étirent. Les assaillants comprennent qu'ils ont perdu l'effet de surprise. Deux silhouettes se replient dans l'obscurité, une voiture démarre brusquement, laissant derrière elle un sac rempli d'explosifs artisanaux. Presque au même moment, une tentative d'intrusion est interceptée à la caserne voisine. Les forces se déploient, les suspects sont maîtrisés sans échange de tirs, mais dans une atmosphère de violence latente. Les répliques s'enchaînent rapidement. À 23h02, la menace directe est écartée. Les premières confessions tombent sous la pression des preuves accumulées. Un ex-officier évoque un numéro togolais, des consignes précises, des promesses financières. La liste des cibles est retrouvée, tout comme l'organigramme du complot et le schéma des paiements à venir. À l'aube, Ibrahim Traoré salue ses hommes, conscient que la nuit a laissé des traces durables. La tentative a échoué, mais elle a révélé à quel point le pays a frôlé le basculement. Un premier repère s'impose. Avant l'alerte, les services estiment qu'un noyau réduit mais stratégique entourant Ibrahim Traoré suffisait à garantir la continuité du commandement en cas de choc. Ce socle reposait sur quelques unités, des officiers intermédiaires et une coordination resserrée autour de la garde présidentielle. Le plan des conspirateurs visait précisément ce point d'équilibre, en le faisant basculer par une série de retraits ciblés plutôt que par un affrontement frontal. Un autre indicateur quantifie l'ampleur de l'effort financier mobilisé. Plus de 100 millions de francs CFA sont identifiés comme ayant circulé ou été promis dans le cadre de l'opération. Dans un contexte où les soldes mensuels restent limités, cette somme représente un levier disproportionné.
Elle permet non seulement de rémunérer des exécutants potentiels, mais aussi de multiplier les tentatives d'approche, d'absorber des refus successifs et de maintenir la pression sur plusieurs semaines. Au point de départ, il s'agit d'une corruption opportuniste. Puis, le glissement devient une stratégie d'investissement massif pour acheter une déstabilisation systémique. Un troisième chiffre complète le tableau, précise la structure du ciblage. 19 cibles militaires figurent sur la liste reconstituée par les enquêteurs. Elles ne sont pas choisies au hasard. Toutes occupent des positions clés dans la chaîne de commandement rapprochée d'Ibrahim Traoré. Leur neutralisation simultanée aurait créé un vide immédiat, rendant toute réponse coordonnée quasi impossible durant les premières heures. La logique est simple. Sans relais fiable, même une armée nombreuse se désorganise. À ces données s'ajoute une granularité révélatrice. Les montants promis par cible varient entre 3 et 15 millions de francs CFA selon la valeur stratégique attribuée à chaque poste. Cette différenciation montre que le réseau disposait d'une cartographie précise des rôles internes. Elle indique aussi une anticipation du risque. Plus la position est sensible, plus le prix du sang augmente. Ce n'est pas une corruption aveugle, mais un barème réfléchi. Le facteur temps constitue la dernière variable mesurable. La fenêtre opérationnelle est limitée à 60 minutes, entre 22h et 23h, avec un point critique identifié à 22h52. Cette compression temporelle vise à empêcher toute montée en alerte progressive. Si le plan avait fonctionné, les effets se seraient produits avant l'aube, laissant la capitale sans repères clairs. Au point de départ, il s'agit d'une menace diffuse et étalée, puis le glissement devient une attaque concentrée conçue pour saturer la capacité de réaction. L'analyse combinée de ces chiffres éclaire l'échec. L'argent était suffisant, les cibles étaient identifiées, le calendrier était précis. Ce qui a manqué, c'est la rupture humaine attendue. Les refus répétés ont forcé les conspirateurs à accélérer, réduisant leur marge d'erreur. Cette accélération a généré des signaux détectables, précisément ceux qui ont déclenché l'alerte. La bascule ne s'est donc pas produite du côté du pouvoir, mais du côté du complot lui-même. Ces preuves quantitatives conduisent à une conclusion provisoire. La tentative n'a pas échoué faute de moyens, mais parce que la loyauté n'a pas suivi la logique des chiffres. L'équation financière était solide sur le papier. La réalité humaine autour d'Ibrahim Traoré l'a rendue inopérante. L'argument des comploteurs paraît à première vue difficile à contester. Dans un pays éprouvé par des années d'instabilité, de pression sécuritaire et de fatigue économique, l'argent finit toujours par fissurer les loyautés. Selon cette lecture, aucune institution ne résiste durablement quand les soldes stagnent, que la peur s'installe et que les promesses financières deviennent concrètes. Il suffirait d'augmenter l'offre, de multiplier les intermédiaires et d'attendre l'usure morale. Dans ce schéma, la fidélité n'est qu'une variable temporaire. Un second argument renforce cette thèse. Les conspirateurs s'appuient sur l'histoire récente du Burkina Faso. Coups de force successifs, divisions internes, figures militaires renversées par leurs pairs. La chaîne de commandement, souvent politisée, a déjà montré des signes de fragilité. Pourquoi la séquence actuelle ferait-elle exception ? Pour eux, Ibrahim Traoré n'est qu'un maillon supplémentaire dans une série de pouvoirs transitoires. Neutraliser son entourage immédiat devait suffire à provoquer un effet domino. Ces deux arguments reposent sur une logique cohérente. Ils expliquent pourquoi plus de 100 millions de francs CFA ont été mobilisés, pourquoi 19 cibles ont été choisies avec précision et pourquoi la fenêtre d'action a été compressée. Sur le papier, le raisonnement tient. Dans d'autres contextes, il a fonctionné. La réfutation apparaît cependant dans les données mêmes de l'enquête. Les principaux relais du complot ne sont pas issus du cœur actif de l'armée, mais majoritairement des retraités ou des officiers marginalisés, coupés du fonctionnement réel des unités actuelles. Leur lecture du terrain est datée. Elle sous-estime l'évolution générationnelle au sein des forces armées. Les officiers en activité, eux, évoluent dans un rapport différent au commandement. La proximité quotidienne avec Ibrahim Traoré n'est pas un symbole, mais une expérience vécue. Mêmes conditions, mêmes risques, mêmes contraintes opérationnelles. Cette proximité crée une forme de loyauté horizontale, moins sensible aux incitations financières ponctuelles.
Les témoignages recueillis montrent que les refus ne sont pas idéologiques, mais pragmatiques. Trahir aurait détruit un équilibre collectif déjà fragile. La seconde faille de l'argument adverse concerne le temps. En accélérant sous l'effet des refus, les conspirateurs ont produit l'inverse de l'effet recherché. Chaque relance, chaque proposition insistante, chaque transfert fragmenté a généré des traces. Ces signaux ont été repérés par des individus ordinaires, sans plan global, mais attentifs à leur environnement immédiat. Ainsi, la tentative n'a pas échoué parce que l'argent était insuffisant, ni parce que le plan était incohérent. Elle a échoué parce que ses promoteurs ont projeté une vision ancienne de la loyauté sur une réalité qui avait changé. La fidélité autour d'Ibrahim Traoré n'était pas absolue, mais elle était suffisamment partagée pour bloquer la mécanique. Ce basculement n'est pas spectaculaire, mais il est décisif. Jusqu'ici, tout laissait penser que la tentative reposait sur une supériorité matérielle. Argent, réseau, précision du timing. Or l'enquête montre que le point de rupture n'est ni financier ni tactique. Il se situe dans l'écart entre ce que les conspirateurs croyaient acheter et ce que les acteurs sur le terrain refusaient de vendre. Le milieu de cette histoire révèle une inversion silencieuse. L'argent circule, la peur s'installe, les messages codés s'échangent, mais l'adhésion attendue ne vient pas. Les veilleurs ne se coordonnent pas entre eux. Ils ne partagent pas un plan commun. Ils partagent un seuil moral. Chacun, isolément, juge que le coût collectif de la trahison dépasse le gain individuel proposé. C'est là que la tentative perd sa cohérence. La machine du complot est conçue pour exploiter des failles structurelles. Elle se heurte à une résistance diffuse, non organisée, mais constante. Cette résistance n'a pas besoin de discours. Elle s'exprime par des alertes brèves, des transmissions discrètes, des refus sans mise en scène. Elle ralentit le dispositif, puis l'expose. Autour d'Ibrahim Traoré, cette dynamique produit un effet inattendu. Le pouvoir ne se maintient pas par une démonstration de force, mais par l'accumulation de gestes ordinaires qui empêchent la violence d'atteindre son point d'irréversibilité. La nuit aurait pu basculer, elle devient un révélateur. Ce mi-parcours change la lecture globale. La question n'est plus de savoir comment le complot a été monté, mais pourquoi il n'a pas trouvé l'écho humain nécessaire pour aboutir. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. L'échec de la tentative évite un vide brutal au sommet du pouvoir, mais il expose aussi une vulnérabilité réelle. La chaîne de commandement a tenu, non parce qu'elle était hermétique, mais parce qu'elle a été alertée à temps. Dans les heures qui suivent, les autorités renforcent les audits internes, élargissent les investigations financières et réorganisent certains dispositifs sensibles. La crédibilité de l'appareil d'État sort paradoxalement renforcée, mais au prix d'une prise de conscience. La menace ne vient pas toujours de l'extérieur, elle circule parfois à l'intérieur même des structures. Pour l'armée, l'impact est plus profond, la nuit agit comme un test grandeur nature. Les jeunes officiers et sous-officiers actifs voient dans l'épisode la confirmation que leur choix de loyauté n'est pas isolé. Des témoignages internes évoquent des refus de sommes dépassant 10 millions de francs CFA, alors que les soldes mensuels restent modestes. Cette dissonance entre l'offre et le refus devient un marqueur symbolique. Le commandement félicite publiquement certains veilleurs, renforçant un message clair. La vigilance individuelle est désormais reconnue comme une composante stratégique. Autour d'Ibrahim Traoré, cette reconnaissance consolide un lien déjà existant, fondé sur la proximité opérationnelle plutôt que sur le statut. Pour la population, l'effet est ambivalent. Dans un premier temps, la peur domine. La rumeur d'un attentat manqué se propage rapidement dans les quartiers de Ouagadougou, mais la communication officielle, mesurée et contrôlée, évite la panique. En quelques jours, la stupeur laisse place à une mobilisation prudente. Des associations de quartier, des réseaux étudiants et des collectifs citoyens appellent au calme tout en exprimant leur soutien au processus en cours. L'épisode réactive une mémoire douloureuse des basculements passés, mais il nourrit aussi un désir de stabilité. Beaucoup comprennent que le pays a frôlé le chaos sans y tomber. À l'échelle régionale, la résonance est immédiate. Les pays du Sahel observent avec attention la gestion de la crise. Mali, Niger et Tchad suivent les révélations, conscients que les mêmes mécanismes de déstabilisation pourraient être reproduits ailleurs.
Des échanges de renseignements s'intensifient, des déclarations de solidarité sont publiées. La survie politique d'Ibrahim Traoré devient, pour certains observateurs, un indicateur de la résilience régionale face aux réseaux transfrontaliers et aux tentatives d'ingérence indirecte. Ces 4 niveaux dessinent une conséquence commune. La tentative avortée ne se limite pas à un échec opérationnel. Elle redéfinit les priorités, renforcer les contrôles internes, consolider la cohésion militaire, rassurer une population éprouvée et signaler à la région qu'un basculement n'est plus automatique. Le choc a été absorbé, mais il laisse une empreinte durable sur la manière dont le pouvoir, la sécurité et la vigilance sont désormais pensés. D'abord, un scénario, considéré comme le plus probable par de nombreux observateurs, repose sur une continuité sous tension maîtrisée. Les audits financiers se poursuivent, les enquêtes judiciaires avancent sans rupture majeure et les dispositifs de sécurité sont progressivement renforcés. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré consolide son image de dirigeant vigilant, proche du terrain, tout en évitant une militarisation excessive du pouvoir. La stabilité reste fragile, mais elle tient grâce à une surveillance accrue et à une communication régulière. Le risque principal demeure l'usure. Si les résultats tardent, la vigilance collective pourrait s'éroder. Le scénario optimiste suppose une résolution plus nette. La coopération régionale s'intensifie, les réseaux transfrontaliers sont démantelés et les responsabilités clairement établies. Les procédures judiciaires aboutissent, envoyant un signal dissuasif durable. Dans ce cadre, la tentative avortée devient un point de bascule positif. La cohésion militaire se renforce, la confiance civile progresse et la position d'Ibrahim Traoré gagne en légitimité interne et externe. Cette dynamique ouvre une fenêtre pour des réformes structurelles plus profondes, notamment dans la gouvernance sécuritaire et la transparence institutionnelle. Le scénario le plus sombre envisage une reconfiguration silencieuse des réseaux dissidents. Frustrés par l'échec, certains acteurs pourraient se réorganiser, adopter des méthodes plus indirectes et exploiter le moindre incident pour raviver la défiance. Dans ce cas, la peur reprendrait le dessus, fragmentant à nouveau les institutions. L'économie, déjà vulnérable, subirait les effets d'une instabilité prolongée, tandis que la population se refermerait sur une logique de survie. La figure d'Ibrahim Traoré resterait centrale, mais sous une pression constante, exposée à une succession de crises à basse intensité. Entre ces 3 voies, une constante s'impose. Rien n'est automatique. La résilience ne se décrète pas, elle se construit dans la durée. La recommandation commune des analystes converge vers un principe simple: maintenir un équilibre entre fermeté et lucidité. Renforcer la sécurité sans étouffer la confiance, poursuivre la justice sans transformer la vigilance en suspicion généralisée. Les 6 à 12 prochains mois diront si la nuit de janvier fut un avertissement isolé ou le premier test d'une stabilité durable. Pour les citoyens ordinaires, cette nuit agit comme un rappel brutal. Beaucoup découvrent rétrospectivement à quel point l'équilibre était fragile. Dans les quartiers de Ouagadougou, les conversations changeront de ton. On ne parle plus seulement de politique abstraite, mais de proximité du danger. Le fait que la tentative ait été déjouée sans affrontement visible apaise, mais il renforce aussi une conscience diffuse. La sécurité collective dépend parfois de gestes individuels discrets. Pour les familles, l'enjeu devient concret. Comment protéger le quotidien sans sombrer dans la peur permanente? Du côté des soldats et sous-officiers, l'impact est plus intime. Ceux qui étaient de service cette nuit-là portent désormais une mémoire partagée. Ils savent que le basculement a été évité de peu. Les témoignages internes évoquent une fierté retenue, mêlée à une pression nouvelle. Refuser l'argent, alerter, rester vigilant devient une norme implicite, mais lourde à porter dans la durée. Autour d'Ibrahim Traoré, cette dynamique renforce un sentiment d'appartenance, mais elle expose aussi les individus à une attente constante de loyauté irréprochable. Pour la société civile, l'épisode ouvre un espace de réflexion. Associations de quartier, enseignants, commerçants s'interrogent sur leur rôle dans la prévention des crises. Les initiatives de vigilance citoyenne se multiplient, parfois de manière informelle. Elles traduisent une volonté de participer à la stabilité sans se substituer aux institutions. Mais elles posent aussi une question sensible.
Jusqu'où la mobilisation populaire peut-elle aller sans glisser vers la méfiance généralisée ou la dénonciation abusive? Enfin, pour les jeunes générations, l'événement laisse une empreinte symbolique. Beaucoup n'ont connu que des transitions brutales et des récits de trahison. Voir une tentative échouer par des choix individuels ordinaires modifie légèrement la perspective. La loyauté n'apparaît plus seulement comme un slogan, mais comme une décision concrète, coûteuse, parfois risquée. Ce que cette partie révèle, c'est un déplacement du centre de gravité. La stabilité ne repose pas uniquement sur des figures de pouvoir ou des dispositifs sécuritaires. Elle s'ancre aussi dans des comportements quotidiens, répétés, souvent invisibles. Cette réalité interpelle chacun, spectateur, citoyen, soldat ou simple voisin. Pour commencer, il s'agit de la sécurisation de la vérité factuelle. Les services d'enquête poursuivent l'audit financier déjà engagé en élargissant le périmètre aux proches des suspects interpellés. L'objectif est clair, reconstituer l'intégralité des flux, identifier les intermédiaires et distinguer les intentions avérées des contacts exploratoires. Cette phase s'inscrit dans un calendrier resserré avec des points d'étape publics toutes les 2 semaines. L'indicateur clé est la proportion de transactions tracées et corroborées par des preuves matérielles. Ensuite vient le volet judiciaire. Un comité indépendant, associant magistrats et contrôleurs désignés, supervise l'instruction des dossiers les plus sensibles. Son rôle est double, garantir la solidité juridique des procédures et éviter toute dérive vers une chasse aux sorcières. Le critère d'évaluation repose sur la qualité des dossiers transmis aux tribunaux et sur le respect des délais légaux, condition essentielle pour préserver la crédibilité de l'ensemble du processus. Puis, à l'échelle régionale, les autorités sollicitent la coopération formelle des pays voisins pour traiter les ramifications transfrontalières révélées par l'enquête. Échange de renseignements, commissions rogatoires et mécanismes conjoints d'alerte sont activés. Ici, la mesure du succès tient à la rapidité des réponses partenaires et à la capacité à bloquer durablement les circuits de financiers identifiés. En parallèle, la communication publique devient un outil de stabilisation. Des conférences de presse régulières, la publication d'avancées vérifiables et l'ouverture de canaux de signalement encadrés visent à contenir les rumeurs. L'indicateur principal est la stabilité de l'opinion, évaluée par l'absence de panique localisée et par le maintien d'une mobilisation citoyenne non violente. Enfin, une évaluation mensuelle croise ces dimensions. Nombre de dossiers traités, fonds récupérés, délais judiciaires et incidents évités constituent le tableau de bord. Ibrahim Traoré insiste sur un principe directeur, tourner la page sans sacrifier la justice. La feuille de route n'est pas une promesse abstraite, mais un test de constance. Sa réussite dépendra moins d'un coup d'éclat que de la capacité à tenir ce cap dans la durée. La nuit du 3 janvier ne laisse pas seulement des chiffres et des procès-verbaux. Elle laisse des visages, souvent inconnus, et des décisions prises dans le silence. Les veilleurs dont il a été question plus tôt ne revendiquent rien. Ils reprennent leur place, leur service, leur routine. Pourtant ce sont eux qui donnent à cet épisode sa portée réelle. Sans discours, sans coordination visible, ils ont empêché la peur de devenir action irréversible. Le rappel est clair. Le pouvoir n'a pas été sauvé par un miracle, ni par une force écrasante, mais par une somme de fidélité ordinaire. Cette fidélité n'est pas aveugle, elle est ancrée dans une expérience partagée, faite de risques communs, de contraintes quotidiennes et d'un refus pragmatique de replonger dans le chaos. Autour d'Ibrahim Traoré, ce lien ne repose pas sur un culte, mais sur une proximité vécue, souvent évoquée par ceux qui l'entourent. L'émotion de cette conclusion tient dans sa retenue. Rien n'est définitivement acquis. La nuit a montré ce qui pouvait être perdu, mais aussi ce qui pouvait résister. Les couloirs militaires, les postes de garde, les gestes discrets deviennent des symboles inattendus. Ils rappellent que la stabilité n'est jamais spectaculaire lorsqu'elle fonctionne. Elle se manifeste surtout par ce qui n'arrive pas. Une phrase circule désormais comme un point d'ancrage. La loyauté a tenu. Elle ne garantit pas l'avenir, mais elle a offert un sursis. Dans un pays habitué aux ruptures brutales, ce sursis prend la valeur d'un signal. Le fil n'a pas rompu, pour cette fois.
À la fin de cette séquence, il ne reste pas une certitude confortable, mais une responsabilité partagée. La nuit de janvier a montré que l'histoire peut basculer sans bruit, loin des grandes déclarations. Elle a aussi montré que la vigilance ne relève pas uniquement des sommets de l'État, mais d'un tissu social et institutionnel capable de résister aux incitations les plus brutales. Ce constat dépasse un événement précis. Pour certains, Ibrahim Traoré incarne aujourd'hui une figure de stabilité dans un paysage mouvant. Pour d'autres, il représente surtout un test, celui de la capacité d'un pouvoir à durer sans se couper de ceux qui l'entourent. Ces lectures peuvent diverger, elles ont néanmoins un point commun. Elles reconnaissent que rien n'est joué d'avance, ni dans le sens du chaos, ni dans celui de la consolidation définitive. La question qui se pose désormais n'est pas seulement politique, elle est collective. Comment maintenir une vigilance lucide sans basculer dans la suspicion permanente ? Comment soutenir un processus sans renoncer à l'esprit critique ? Comment transformer une nuit de tension en apprentissage durable plutôt qu'en mythe figé ? Ce récit s'achève, mais l'histoire continue hors du cadre. Elle se joue dans les décisions quotidiennes, dans la circulation de l'information fiable, dans la capacité à refuser la peur comme moteur principal. Et vous, face à ce type de basculement évité de justesse, que jugez-vous le plus décisif pour l'avenir ? La force des institutions, la loyauté des individus ou l'équilibre fragile entre les deux ?